Donc moi j'ai dit bonjour Monsieur Roland, vous êtes écrivain, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Bonjour. Donc je suis chercheur indépendant et essayiste. Alors j'ai travaillé sur plusieurs registres. D'un point de vue linguistique, j'anime une association qui s'appelle Société d'études étymologiques et lexicographiques françaises et arabes. Donc on travaille collectivement sur les emprunts à la langue arabe et aux langues orientales en français. D'autre part, j'ai travaillé sur l'histoire de l'astronomie. J'ai fait un livre sur l'astronomie arabe, j'en prépare un sur l'astronomie babylonienne. Bah, ça c'est un travail scientifique, hein, avec des publications dans des revues scientifiques. Et puis, du point de vue, disons, plus politique, j'ai sorti ce livre-là, aux éditions Alphabar, La Ronde des Libérateurs, de Bonaparte à Hollande. Donc ça a été écrit c'était au moment de l'intervention française au Mali, mais c'est toujours actuel, hein. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je me suis aperçu que le discours qu'avait fait François Hollande à Bamako, en disant que c'était le plus beau jour de sa vie, c'était pas le premier. Et en allant chercher les discours de tous les gens qui sont venus libérer les peuples, je me suis aperçu que depuis Napoléon, c'était la même chose. Ça avait été la même chose en Égypte, ça a été la même chose lorsque les Français sont arrivés en Algérie, et ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Et si aujourd'hui on prenait le discours on a pris le discours de Sarkozy à Tripoli, à Benghazi, c'était à Benghazi. Si aujourd'hui on prenait un discours en Irak ou en Syrie, on aurait la même chose, c'est la même structure. Les gens ne viennent pas pour des intérêts particuliers. Hein, au Mali, au Niger, les Français ne sont pas là du tout pour défendre l'accès aux matières premières, pour empêcher la concurrence chinoise de s'installer sur leurs chasses gardées, pas du tout. Ou en Côte d'Ivoire. Non, ils sont là pour l'intérêt des peuples autochtones. Donc c'est ça l'idée. Et donc c'est instructif de reprendre tous ces discours, de les aligner, de les mettre ensemble, et c'est frappant. C'est frappant, et c'est pas simplement les Français. Si demain les Chinois viennent intervenir en Afrique, je crains qu'ils ne fassent eux-mêmes la même chose. Voilà. Mais étant en France, on est bien obligé de prendre le taureau par les cornes et pas d'aller chercher d'autres taureaux à côté. Ça serait un peu facile. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ensuite, le livre entreprend une réflexion sur les formes historiques de l'impérialisme. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des constantes dans ces discours, des constantes dans les thèmes, dans les invocations qui sont faites, et en même temps, les formes de domination, les formes d'intervention se modifient avec les périodes historiques. On n'a pas l'impérialisme, prenant l'Afrique noire, l'impérialisme colonial, hier c'était l'impérialisme colonial, il avait commencé bien, il y avait d'abord un impérialisme mercantile, les Français par exemple étaient à Saint-Louis du Sénégal il y a longtemps, hein, en XVIIe siècle. Donc, l'impérialisme colonial au XIXe siècle, au moment du partage de l'Afrique, après la conférence de Berlin par exemple, a introduit des formes de domination particulières, des formes de prise de possession directe, avec installation d'une administration, et puis avec la grande vague des indépendances dans les années 60, on peut dire que l'impérialisme a pris des formes différentes. Il n'est plus direct. Il utilise une alliance avec des classes locales. Et ce qui est curieux, c'est qu'on se dit, bon, l'impérialisme, c'est fini.
Or, il se trouve que depuis que la vague d'indépendance s'est terminée, on pourrait dire, les après-indépendances, depuis une quinzaine d'années, on retrouve des discours qui revendiquent ouvertement l'empire, les formes impériales, le vocabulaire impérial et même la colonisation. La prise directe et la tutelle sur les États qu'on juge trop faibles. Parce qu'il y a les États, on distingue les États... Enfin, ça se fait même dans les cénacles de l'Europe, hein, à Bruxelles. C'est un vocabulaire qui est universel. On distingue les États, comment dire, civilisés, en gros. Hein, on ne dit pas le mot aujourd'hui, mais c'est bien ça. Puis il y a les États qui ne sont pas encore tout à fait, comme la Chine, l'Inde, etc. Et puis il y a le reste des États qui sont... qui méritent que s'ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes, on intervienne dans leurs affaires en première personne. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passe comme ça au Niger, par exemple, et au Mali. Enfin, personne n'est dupe quand même que lorsque un avion d'Air Algérie, je crois, c'est un avion d'Air Algérie qui était tombé au Mali il y a 2 ans ou 3, qui s'était abîmé. Les premiers sur place, c'était l'armée française, les pompiers français, les médecins français. Et le Mali n'existe pas. C'est quoi? Donc, la réalité de la présence est gigantesque. Elle est gigantesque. Bon. Et si on regarde ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui en Syrie, où ça mériterait une analyse, parce que là, on est en train d'avoir une dispute entre les grandes puissances, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Les Français, ils sont là sur un strapontin, franchement sur une aile de l'avion. On se demande s'ils vont pas se casser la figure. En tout cas, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils font quelques petits bombardements, envoient quelques services spéciaux pour faire des assassinats ad hominem, hein, pour des gens qui veulent pas voir rentrer en France. Ça, ils le font très bien. Mais ils ne dictent pas la politique. Donc on a 2 grandes puissances qui s'affrontent, l'une qui tient le régime et l'autre qui voudrait s'installer dans l'est de la Syrie pour éviter qu'il y ait une liaison entre l'Iran et la Syrie. Voilà. Et puis il y a les puissances régionales, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran, il y a la Turquie, et tout le monde intervient, se veut un morceau. Il y a Israël naturellement qui s'oublie pas là-dedans, puisque ils veulent une zone tampon au sud, comme les Turcs veulent une zone tampon au nord. Ben, bref, on a affaire à un repartage de la région qui est comparable à celui qu'on avait vécu après la Première Guerre mondiale. Et là, les gens agissent en première personne. Donc on prend même plus de gants. Chacun des fois ça... Même le régime locaux, on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des comparses. Et donc nous sommes entrés dans une nouvelle époque où la revendication de la puissance impériale est de nouveau revendiquée. Oui, mais quand on a parlé d'indépendance, est-ce que il y a vraiment eu de l'indépendance? Est-ce qu'on peut encore en parler? Elle a dit indépendant avant et après. Est-ce qu'il y a eu un avant d'abord pour qu'il y ait vous me faites rire en disant ça parce que au moment d'une intervention française en Centrafrique, et j'ai assisté à un débat, enfin c'était à la télévision, j'y étais pas, et il y avait un représentant du Parti Socialiste qui dit à un représentant de la droite, finalement, nous sommes partis trop tôt d'Afrique. Alors, in petto, je me suis dit, mais on n'est pas parti. On n'est jamais parti. On n'est jamais parti. Mais ce qui s'est passé, c'est que la puissance coloniale, selon le droit international, avait des devoirs vis-à-vis des populations, notamment en Centrafrique. Qu'est-ce qui s'est passé là? La France se retire, elle laisse les gens se débrouiller tout seuls, elle ne remplit, alors que c'est elle qui décide tout, puisque si un gouvernement pète de travers, ben, il est renversé, hein. Et on va jusque l'assassinat. Regardez par exemple Sankara, c'est pas la peine de faire un dessin. Donc dès que ça va pas, on intervient,
Mais en attendant, on laisse faire les gens, ils se débrouillent comme ils peuvent, sans les obligations qu'il y avait autrefois d'assurer un minimum de vie sociale. Ouais. Et donc, c'est la faute des potentats africains, ce qu'on appelle les roitelets africains qui sont si décriés ici, de faire les choses. Mais les pauvres gouvernants africains eux-mêmes, même à supposer qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas... Ils ne peuvent pas. Ouais. Ils héritent d'une situation devant laquelle ils ne peuvent pas réagir complètement. Ils ne maîtrisent pas la finance, ils ne maîtrisent pas la monnaie, ils ne maîtrisent pas l'armée. Ouais. Voilà. Donc c'est une situation extrêmement grave. Et l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne est à cet égard un exemple frappant. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler du livre que vous avez sorti, là, La Ronde des Libérateurs? C'est ça, c'est de ce livre que je viens de parler. Oh, ouais, d'accord. Ouais. Mais ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des traits qui... Est-ce qu'on peut retrouver vraiment ce que vous dites là? Ce que je veux dire, oui, c'est ce que j'explique, c'est ce qui est expliqué dedans, dans le développement. Oui, c'est ça. Je n'ai fait que traduire en résumé ce qu'il y a dans le livre. Ok. Donc, La Ronde des Libérateurs chez Alphabar. Voilà. Alors, bon, à la même époque, il est sorti le résultat d'un colloque. Il s'appelle « Où en sommes-nous de l'Empire ?» Mais c'était un colloque qui avait eu lieu sur le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors c'est une date emblématique, mais ça recouvre évidemment toutes les indépendances, notamment celles des pays d'Afrique subsaharienne. Et dessus, il y a justement un article d'Odile Tobner sur l'Afrique noire. D'accord. Voilà. Okay. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.